il y a de petites différences au niveau des contacts, souvent sur les formations superficielles, un peu moins sur les formations du substrat. Donc corriger, on va dire, cette disharmonie entre les deux cartes, c'est quelque chose donc, qui suppose de résoudre trois types de problèmes. Des problèmes conceptuels, tout simplement parce que les cartes donc, ont été réalisées à des périodes différentes, avec des concepts géologiques différents, par des géologues différents, avec des objectifs différents. Ça suppose de résoudre des problèmes géométriques, donc des problèmes de décalage, qui souvent sont millimétriques entre deux cartes, ou inframillimétriques, mais c'est quand même un décalage. Et puis des problèmes attributaires, tout simplement parce que on va dire que les terminologies, la nomenclature a changé entre une carte et une autre, et donc les choses sont codées différemment. Alors sans rentrer dans les détails, voilà un peu comment on procède. On procède par département, donc un département en règle générale couvre une vingtaine et une trentaine de cartes. On prend l'ensemble des cartes vectorisées, donc départementales. On prend les légendes de ces cartes et on construit une légende commune sur ces cartes. Alors voilà un exemple, par exemple sur la Côte d'Or, qui est couverte par une vingtaine de cartes géologiques. Si on prend ces deux cartes, donc Pouilly en Auxois et Pinac-les-Mines, si on prend les deux cartes vectorielles, qu'on les met côte à côte, on observe la même chose que précédemment, c'est-à-dire deux cartes qui ne sont pas jointives. Donc ce qui est fait tout d'abord, c'est une harmonisation des légendes. Donc déjà ça permet au moins au niveau des teintes et des attributs de régler le problème de disharmonie entre ces deux cartes. Et ensuite, il y a une reprise des contours. Alors cette reprise des contours, c'est quelque chose qui est réalisé dans la mesure du possible sans retourner sur le terrain, donc avec l'information disponible ou acquise depuis, sur des projets appliqués, finalisés par ailleurs. Et voilà le résultat donc sur la Côte d'Or, donc une carte départementale harmonisée, et puis un zoom sur la carte de Beaune. Donc ça, c'est fait à l'échelle départementale. On prend l'ensemble des cartes vectorielles, des 50 000 vectorielles, on fait une synthèse commune, on harmonise les contours, et on produit donc une géométrie cohérente et une légende cohérente à l'échelle départementale. Voilà un exemple, par exemple, sur Paris. Sur Paris, on voit les limites de la ville de Paris, on voit Versailles. C'est un peu clair, non? Vous voyez bien? Oui. Versailles ici, donc une carte donc harmonisée qui là est drapée sur un modèle numérique de terrain ombré. Une autre, donc là c'est le résultat de l'harmonisation de 4 cartes au 250 millième, donc c'est sur la région PACA. Donc on a une géométrie cohérente au 250 millième sur l'ensemble de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc quelques mots un peu sur l'avancement de ce programme. Donc la réalisation, la finalisation de la cartographie régulière au 50 millième, donc c'est quelque chose qui est très avancé, plus de 1000 cartes sur 1060 qui sont actuellement disponibles et distribuées par le BRGM. On a donc une cinquantaine de cartes qui restent en chantier, une finalisation qui est prévue vraiment les dernières cartes devraient sortir en 2009, donc sur la Bretagne et puis et la région Auvergne, sachant que ces dates sont susceptibles d'être, ces délais sont susceptibles d'être raccourcis, parce qu'on est confronté actuellement à un problème d'accélération un projet d'accélération des levées pour répondre à la demande de réalisation des cartes d'aléas retrait-gonflement. Donc c'est 2009, mais ça risque d'être 2007. La vectorisation, donc ça j'en ai dit quelques mots précédemment, c'est quelque chose qui sera, l'ensemble des cartes disponibles sera vectorisé en juin 2006. Alors où est-ce qu'on en est sur l'harmonisation géologique? Donc ça c'est quelque chose qui est très avancé. Et on a actuellement donc une vingtaine de départements
l'ensemble des départements que vous voyez ici en teintes très, très vives, qui sont harmonisés. Les autres, donc, que vous voyez ici en rose, en orange, en vert, sont en cours d'harmonisation. Donc là aussi, c'est un programme qui avance très vite, et qui est tiré, là encore, par tout un ensemble de projets, on va dire, très appliqués, et en particulier le programme de réalisation de cartes d'aléas rétrogonflement. Alors, au-delà de l'information géométrique sur ces cartes harmonisées, on renseigne aussi tout un ensemble de champs attributaires. Donc, on va renseigner la lithologie, la stratigraphie, le métamorphisme, etc. Donc, une information géométrique d'un côté, une information attributaire de l'autre. Ça, je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Alors, quelles sont les autres données géologiques gérées par le BRGM? Donc, le BRGM gère tout un ensemble d'autres types de données, non cartographiques directement. C'est par exemple la BSS, la Banque du sol et du sous-sol, donc qui renseigne l'ensemble des sondages de plus de 10 mètres de profondeur. Ça, il y a une obligation du code minier, donc qui oblige chaque personne ou entreprise qui réalise un trou de plus de 10 mètres de profondeur de le déclarer et donc de le décrire, au moins sommairement. Les autres données donc, sont des données qui ont trait à l'inventaire géochimique, donc une information géochimique, des données gravimétriques, sismiques, des données sur les eaux souterraines, des données sur les risques naturels, sur les milieux contaminés et sur le littoral. Donc tout un ensemble de bases de données dont le BRGM a la charge, soit en alimentation et en maintenance, soit en maintenance. C'est-à-dire que ce sont des données qui sont soit acquises intégralement par le BRGM, soit en partenariat, soit carrément des données acquises par d'autres partenaires et dont le BRGM a la charge. Donc quelques exemples de ces bases de données, des données sondage, donc ça il y a plus de 700 000 points renseignés, des données sur les eaux souterraines, donc là-dessus on a plus de 400 000 points renseignés, des données sur la géochimie du sol, donc ça c'est quelque chose qui a été acquis au moment de l'inventaire minier, on a plus de 300 000 points, des données sur la sismicité historique, etc. Donc ces données, les données de la BSS, les données sismiques par exemple, c'est quelque chose donc, qui permet de donner une autre dimension à la carte géologique, de la faire passer, on va dire, à presque du 3D. Ce qu'on a là par exemple, c'est du multicouche sur le bassin parisien où l'on voit par exemple, on a une topographie avec une information géologique en surface. On peut avoir les ellipses de la Craie, du Doguer, du Trias, etc. Il y a une vingtaine de couches comme ça sur l'ensemble du bassin parisien. Donc une donnée géologique qui n'est plus uniquement cartographique, qui a une vraie dimension, une vraie troisième dimension. Mais ça reste du multicouche, c'est quelque chose là, ça par exemple, qui peut être géré facilement par les systèmes d'information géographiques, on va dire commerciaux, et puis quelques-uns que l'on trouve dans quelques sites gratuits. Bon, on a parlé de Google Earth par exemple précédemment. Bon, Google Earth permet par exemple de représenter du multicouche, de gérer ce genre d'informations. Par contre, ce qui est plus difficile, c'est la gestion du vrai 3D. La géologie, comme tout le monde le sait ici, c'est du vrai 3D. Ça, les SIG courants, habituels, même les SIG professionnels, ne le gèrent pas, ou le gèrent très 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 mal. Le vrai 3D, c'est quelque chose qui peut être construit en intégrant donc une donnée cartographique, des profils sismiques, des sondages, et puis bon, avec tout un ensemble de données de terrain complémentaires, et de données géophysiques, on peut construire un modèle 3D. Voilà par exemple un modèle 3D du secteur de Chantosso en Bretagne.
Donc ce modèle 3D, c'est quelque chose, c'est pas uniquement, bon, ça permet d'illustrer les choses, bien sûr, mais ça, le multicouche le fait. Un modèle 3D, c'est aussi quelque chose qui permet de calculer des volumes, qui permet de calculer des flux, ce que le multicouche ne fait pas. C'est quelque chose qui permet aussi de mettre des données en cohérence. Donc là, c'est un outil très puissant. Mettre en cohérence, par exemple, de l'information cartographique, sismique, de sondage et gravimétrique. Seul un modèle 3D permet de le faire avec satisfaction. Ça permet aussi de faire de l'interprétation en 3D, de partager de la donnée et puis de calculer. Ça permet aussi de réaliser tout un ensemble de coupes à travers ce modèle. Coupes totalement quelconques, qui peuvent être courbes, horizontales, verticales, etc. Ça permet de calculer, par exemple ici, un effet gravimétrique potentiel ou aussi d'évaluer, par exemple, le risque sismique sur la ville de Nice, en prenant en compte les paramètres les volumes des différentes formations superficielles et leurs paramètres géotechniques. C'est aussi quelque chose, par exemple, qui est utilisé couramment au Bergem, là actuellement, en réponse à un appel d'offres sur le nouveau tracé de la ligne ferroviaire, enfin sur le projet de tracé de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Donc on réalise un modèle 3D de l'ensemble du tracé alpin. Donc simplement, bon, pour conclure là-dessus, c'est vraiment une grande limitation.